Namari et Meldoniard, j'espère que vous allez bien, bonne année à vous tous. Parce que oui, là c'est la première vidéo vraiment où je vous dis bonne année sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, sur Twitch, donc bonjour le chat, hein, on va commencer la lecture d'un bouquin. Donc l'année dernière, du coup, enfin fin de l'année dernière, 2021, on avait terminé la lecture du Hobbit, traduit par Daniel Lauzon. Là, je voulais commencer par Le Seigneur des Anneaux. Mais en fait, j'ai préféré lire un autre bouquin avant Le Seigneur des Anneaux. Donc vous avez vu le titre au-dessus de ma tête. La lecture d'un livre qui s'appelle Lord of the Ringard, qui est une parodie du Seigneur des Anneaux. Que j'aime beaucoup. Donc vous allez en lisant le bouquin, en entendant l'histoire au fur et à mesure, vous allez finir par comprendre concrètement pourquoi il y a certains termes que j'utilise régulièrement en chat, en live ou sur les autres réseaux. Ça vient de là-dedans. Genre ça roule mal de mise en garde, ça vient de là-dedans, par exemple. Donc du coup, on va lire ça ce soir. Ah, mais c'est sûr que là, avec ma succube pirate, j'aime les jeux en nature. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'expliquer avant la lecture. Pas de soucis, pas de soucis. Moi, ça me fait plaisir. Y a aucun problème. Le bouquin fait que 230 pages, donc franchement, ça va être vite fait. Ça va être vite fait. Puis moi, j'aime bien le live du jeudi. C'est le live détente, on discute. Oui, du coup, ceux qui sont sur la chaîne YouTube, venez sur Twitch. Si vous voulez voir la lecture en avance. Les lectures en avance justement et les autres lives, en sachant que d'ailleurs maintenant le mercredi je fais du Skyrim et car en plus je n'ai jamais joué à Skyrim, donc du coup bah je découvre, donc venez sur Twitch. Donc du coup là ce qu'on va faire, on va lire je vais vous lire la pénis, je vais vous lire la 4e de couverture pour commencer, pour que vous ayez déjà une petite idée de ce que c'est. 4e de couverture du coup. Une quête. Alors on va la faire avec une bonne voix. Une quête, une guerre. Un anneau. Sans oublier un petit gars aux pieds poilus, bien sûr. Voilà que le pauvre fripon se retrouve embarqué par le magicien Grande Paf dans un truc de malade. Sauver les pères du milieu, du maléfique Salcon et de Saroulmal, le magicien renégat. Alors père, P-A-I-R-E. S, vu qu'il y en a plusieurs. Voilà. Si vous êtes fan du chef-d'œuvre de J.R.R. Tolkien, ou si vous voulez juste rigoler un bon coup, comme plusieurs millions de lecteurs à travers le monde, vous allez vous régaler. Ce célèbre pastiche vous fera dépasser l'ultime frontière, à tel point qu'il ne sera plus la peine pour vous de lire d'autres parodies de ce genre. Mais alors plus jamais. J'ai vu que c'était en anglais, ça va, je suis rassuré. Alors c'est en anglais à la base, mais ça a été traduit en français. Enfin je crois que c'est en anglais. Je sais plus si c'est en anglais, National Journal... Ouais, ça c'est américain. C'est une parodie américaine. Donc du coup, Lord of the Ringard par Henry N. Beard et Douglas C. Kenny, traduit de l'anglais par Karim Chergui et Alain Névan. Alors du coup, avant de commencer quoi que ce soit, il y a une petite page qui vous met directement dans l'ambiance pour essayer de comprendre un peu c'est quoi ce bordel. Mais je ne le ferai pas, on découvrira directement en lisant le bouquin. Donc déjà, première chose, si vous connaissez la Terre du Milieu, vous ne la reconnaîtrez plus maintenant. Voilà, je vous montre la première page. Le Mordom, le pays de Constip, le Gondol, mise en garde, la forêt de l'autre côté du monde, voilà. Donc moi je vous laisserai mettre sur pause sur la chaîne YouTube pour que vous voyez bien les détails. Enfin après je sais pas si vous verrez bien. Donc de toute façon je vous mettrai... Là, au montage, je vous mettrai une image bien nette et propre de la carte pour que vous pétiez un câble parce que c'est n'importe quoi. Genre, la forêt en forme de X, le pays de Côte-Barre, la baie des Tintins, Poricoloso, les montagnes intermittentes, le Lotrican, la Constip, Grosse Bitbourg, Mordom, le Gondol, mise en garde, le pays des gens aux pieds de taille moyenne. Il y a plein de trucs débiles comme ça. Merci à toi du follow d'ailleurs, Datsu11. Bienvenue à toi sur le. Oh, bienvenue, parmi pas plus tard. Installe-toi, prends une bière, branle-toi, fais ce que tu veux. Voilà. Donc, du coup, nous allons commencer la lecture de la parodie Lord of the Ringard. Merci encore pour les bits. Chibre du... Edan le Rouge. Tu peux renommer Edan le Rouge au moins, parce que sinon je vais me paumer moi avec TikTok, tout ça. Et essayez d'avoir les mêmes pseudos, s'il vous plaît, un peu partout. Pareil pour sur YouTube, essayez d'avoir les mêmes pseudos partout. C'est un calvaire pour nous, vos personnages favoris de la réalité. C'est important qu'on puisse s'y retrouver, nous. Donc ayez les mêmes pseudos, sinon on n'y arrive plus. Il y a trop de prénoms à retenir déjà. Bref. Alors, prologue. À propos des grosses bites. La fonction essentielle de ce livre est de faire de l'argent.
Au fur et à mesure qu'il tournera les pages, le lecteur apprendra beaucoup sur les personnages ainsi que sur l'intégrité littéraire de ses auteurs. En revanche, sur les grosses bites, il n'apprendra presque rien. En effet, toute personne avec un peu de plomb dans le crâne s'accordera à dire que de telles créatures n'existent pas dans l'esprit d'enfants ayant été élevés dans des boîtes en carton. Plus tard, ces enfants deviennent des voyous, des voleurs de chiens ou des courtiers en assurance. Néanmoins, à en juger par les ventes de ces passionnants livres du professeur Tolkien, il y a des raisons de croire que les gens qui forment ce groupe sont nombreux. On les reconnaît d'ailleurs à la trace de brûlure sur la poche arrière de leurs pantalons, que seule la combustion spontanée d'un gros tas de thunes peut provoquer. Putain, ça commence bien. Ça commence bien. Pour ces lecteurs-ci, nous avons rassemblé quelques propos raciaux, discriminatoires à l'encontre des grosses bites, que nous avons puisés dans les ouvrages du professeur Tolkien. Pour ce faire, nous les avons placés en pile et avons joué à saute-mouton avec les chapitres. Toujours pour ces lecteurs, nous avons inclus dans notre livre un court résumé des aventures passées de Bidon Saké, que nous publierons un jour si ce nanar vend. Qu'il avait lui-même intitulé « Voyage avec Golemont à la découverte des pères du milieu ». Heureusement, son éditeur a judicieusement changé le titre en « La vallée des trolls ». Ah oui, ça commence bien, mais ça commence bien. Les grosses bites sont un peuple sans intérêt et particulièrement ennuyeux, dont le nombre a diminué de manière précipitée depuis que le marché du conte de fées s'est écroulé. Lent, obstiné et triste, ce qu'ils préfèrent c'est vivre dans la misère à la campagne. Ils n'aiment pas les machines quand celles-ci sont plus complexes qu'un garrot, qu'une matraque ou qu'un lugueur. Et ils ont toujours fui devant les grandes gens, ou les costauds comme ils nous appellent. De manière générale, ils nous évitent. Sauf quand ils se réunissent à plus d'une centaine et qu'ils viennent dérouiller un fermier isolé ou un chasseur. C'est un petit peuple, plus petit encore que les nains, qui les traitent de chétifs, de sournois et de déconcertants. Ils font même souvent référence à eux sous le sobriquet de péril grosse bite. Ils n'atteignent quasiment jamais 1 mètre de haut, mais sont tout à fait capables de dominer des créatures qui font la moitié de leur taille quand ils ont l'avantage. En ce qui concerne les grosses bites de la constipe, qui nous intéressent plus particulièrement ici, ils sont généralement tristes. Et tristes. Ils s'habillent avec des couleurs gris clairs et des gris clairs à petits revers. Ils s'habillent avec des costumes gris clairs à petits revers. Ils portent des chapeaux tyroliens et mettent des cravates à cordelettes. Ils ne portent pas de chaussures et marchent avec 2 instruments à poil. Quoi? Ils ne portent pas de chaussures et marchent avec 2 instruments à poil qu'on ne peut qu'appeler pieds, vu qu'ils se trouvent au bout de leurs jambes. Putain. J'ai des images là de gros chibres dans la tête. Une malveillance boutonneuse peut se lire sur leur visage. Ils ont une tête à passer des coups de téléphone obscènes. Quand ils sourient, il y a quelque chose dans leur façon de remuer leur langue de 30 cm qui ferait s'étrangler un varan de Komodo. Ils ont de longs doigts agiles, du genre qu'on associe généralement à des mains habituées à passer du temps autour des coups de petits animaux à fourrure ou dans les poches des autres. Ils sont très adroits pour fabriquer des objets utiles et compliqués, comme des dés pipés ou des colis piégés. Ils adorent manger et boire, jouer à action ou vérité avec des quadrupèdes abrutis et raconter des histoires de nains. Ils donnent des fêtes ennuyeuses et offrent des cadeaux à 2 balles. Ils bénéficient de la même estime qu'une loutre morte. Il semble évident que les grosses bites sont nos lointains cousins, quelque part sur cette lignée de l'évolution qui part du rat pour aller au Serval, puis finalement aux Italiens. Mais oh putain, mais la nature exacte de ce lien de parenté est inconnue. Leur histoire remonte au bon vieux temps, lorsque la planète était habitée par toutes ces créatures qu'on ne croise plus. Seuls les elfes ont conservé les dossiers de l'époque, et la plupart sont remplis de trucs d'elfes, de photos crades avec des trolls tout nus, ou des comptes rendus d'orgies de porc. D'orgie de porc. En tout cas, de porc, parce que c'est avec un K et pas avec un C. En tout cas, les grosses bites vivent bel et bien dans les pairs du milieu, avant l'époque de Fripon ou Bidon. Avant que, tel un vieux salami qui fait soudainement savoir qu'il existe, il ne jette le trouble sur le conseil des idiots et des nabos. Je pensais plus qu'il serait écrit « Des doigts fins passent leur temps dans des foufounes ». Ça pourrait, hein. Tout cela s'est passé pendant le 3e âge, ou l'âge de Tôle. Tôle, T-O-L-E. Des pairs du milieu. Et depuis lors, ces pays ont été engloutis par la mer, et leurs habitants projetés dans les caves d'émissions télévisées comme incroyables mais vraies. Les grosses bites de l'époque de Fripon ne se souvenaient absolument plus de leur pays d'origine. Cela était dû en partie au fait que leur niveau d'alphabétisation et leur développement intellectuel équivalaient à celui d'un jeune fugu. L'autre point
était que leur amour de la généalogie et les minutieux arbres généalogiques, contrefaits bien sûr, qu'ils s'appliquaient à faire, leur avaient fait réaliser qu'ils avaient des racines sans doute aussi solides que celles de la forêt de Birnam. Il était cependant clair qu'avec leur fort accent et leur penchant pour des plats cuits Il était cependant clair qu'avec leur fort accent et leur penchant pour des plats cuits dans la brillantine, ils avaient dû partir à l'ouest en voyageant sur l'entrepont. Leurs légendes et autres chansons anciennes, qui parlaient principalement d'elfes obsédés et de dragons en chaleur, faisaient de vagues des références à une région sur les bords du fleuve Anakin, entre Vermois-la-Grande et les monts Crémeux. D'autres documents trouvés dans les fabuleuses bibliothèques de Gondol accréditèrent cette idée, comme par exemple des articles dans Gen Info. La raison pour laquelle ils ont entrepris cette périlleuse traversée jusqu'en Fruits d'Or est encore incertaine, mais leur chanson raconte qu'une ombre a recouvert la terre et que les patates ne poussaient plus du tout. Avant qu'ils ne franchissent les monts Crémeux, les grosses bites se sont divisées en 3 races, les pieds poilus, les gores et les mâles. Les pieds poilus, de loin les plus nombreux, étaient basanés, ils louchaient et étaient plutôt petits. Leurs pieds et leurs mains étaient aussi souples que des pinces monseigneurs. Ils préféraient vivre sur les flancs des collines pour pouvoir s'en prendre aux lapins et aux petites chèvres, et gagner principalement leur vie en servant de tueurs à gages pour les nains. Je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que ça c'est un peu une parole. J'ai l'impression qu'ils nous parlent des Arabes avec leurs gars là, basanés, courant après des chèvres, tout ça. On sent l'humour là-dedans. Putain, ça part loin. Je sais pas ce que vous en pensez de ce passage-là, mais fou. Les gores étaient plus larges et plus gras que les pieds poilus. Ils vivaient sur des terrains nauséabonds près des gorges du fleuve Anakin, Skywalker, et de ses autres orifices, où ils cultivaient les goitres et le pian pour le commerce fluvial. Ils avaient de longs cheveux noirs et gras, et aussi une passion pour les couteaux. Ils étaient assez proches des hommes et en liquidaient certains sur commande. Les moins nombreux, c'étaient les mâles, qui étaient plus grands et plus menus que les autres grosses bites. Ils vivaient dans la forêt et avaient établi un commerce florissant, en maroquinerie, sandalettes et autres objets artisanaux. Périodiquement, ils faisaient de la décoration intérieure pour le compte des elfes, mais la plupart du temps, ils chantaient des chansons paillardes et faisaient du gringue aux écureuils. Quoi? Attendez, faut que je boive un peu là, parce que je m'assèche la gorge. Mais là, pour l'instant, ça commence bien. Ouh. Ah. Ah, putain. On est reparti. Une fois de l'autre côté des montagnes, les grosses bites ne perdirent pas de temps pour se faire une réputation. Ils raccourcirent leur nom et jouèrent des coudes dans les clubs de campagne, balançant leur vieille langue et leur tradition, comme on se débarrasse d'une grenade dégoupillée. Une migration imprévue venant de l'Est, composée d'elfes et d'hommes de Fruits d'Or, approximativement en même temps, rend possible la datation de l'entrée en scène des grosses bites. C'est donc précisément en l'an 1623 du Troisième Âge que les frères Mal, Bali et Balo sur son berceau, ont conduit un grand nombre de grosses bites de l'autre côté du fleuve Baravin, déguisés en pilleurs de tombes itinérants, et furent nommés chefs par le grand roi de Côte de Port, soit Gloubi Boulga IV, soit un autre. En contrepartie de son accord forcé, ils installèrent des péages sur les ponts et les routes, détroussèrent ses émissaires et lui envoyèrent des lettres très suggestives, j'arrive pas à dire, et carrément menaçantes. En résumé, ils s'installèrent pour rester. C'est ainsi que débuta l'histoire de la Constipe, et les grosses bites, qui gardaient l'œil sur les statuts des limitations, lancèrent un nouveau calendrier, qui débutait avec la traversée du Baravin. Ils étaient assez satisfaits de leur nouveau pays, et une fois de plus, ils disparurent de l'histoire des hommes, événement qui fut accueilli avec la même tristesse universelle qui suit la mort d'un chien enragé. La Constipe fut badigeonnée de rouge sur toutes les cartes Michelin. Bon, la Constipe fut badigeonnée de rouge sur toutes les cartes Michelin, et les seules personnes qui passèrent chez eux étaient soit désespérées, soit dérangées. Mis à part ces rares visiteurs, donc, les grosses bites furent laissées à leur propre sort jusqu'à l'époque de Fripon et Bidon. Tant qu'il y eut un roi à Côte de Port, les grosses bites demeurèrent nominalement ses sujets, et jusqu'à la dernière bataille de Côte de Port avec Barabas Touffe. Ils envoyèrent des snipers. Là encore, nous ne sommes pas certains du camp qu'ils choisirent. Ainsi, disparut le royaume du Nord, et les grosses bites retournèrent à leur petite vie, bien ordonnée à boire et à manger, à danser et à chanter, et à se refiler des chèques en bois. Néanmoins, la vie facile de la Constipe n'altéra pas les grosses bites pour autant.
Ils étaient aussi durs à tuer qu'un cafard, et on avait autant de mal à s'en débarrasser que d'un rat dans un coin de pièce. Bien que n'attaquant que de sang-froid et ne tuant que pour l'argent. Ils demeurèrent les maîtres du coup bas et de la coalition. C'étaient des professionnels à l'aise dans les maniements des flingues, et si un petit animal lent et stupide tournait le dos à une foule de grosses bites, c'est qu'il méritait ce qu'il allait lui arriver. Coucou, bonne année, coucou à toi, LCD Steph, comment vas-tu? Bonne année à toi aussi. A l'origine, la plupart des grosses bites... Attends putain, j'imagine un jeu de rôle de cette histoire, ce serait marrant, ce serait tellement fandard. Et tout le monde peut parler crûment, ce serait n'importe quoi. A l'origine, la plupart des grosses bites vivaient dans des trous, ce qui n'est pas surprenant vu leur nom. Du temps de Bidon, la majorité des maisons étaient construites à la surface, à la manière des elfes et des hommes. Mais elles conservaient les principes de leurs maisons traditionnelles, et on avait du mal à les différencier de ces endroits où, vers le mois d'août, certaines espèces allaient instinctivement rejoindre leurs créateurs entre les murs des vieilles maisons. Généralement, ces habitations avaient la forme de poufs géants, construits à l'aide de vases, de paille, de mottes de terre et des différents dépôts de saison qu'on pouvait trouver. Les pigeons qui passaient par là remplaçaient la chaux. De fait, en regardant la plupart des villages grosses bites, on aurait pu croire qu'un grand animal sale, peut-être un dragon, venait d'être victime dans le coin de terribles douleurs intestinales à répétition. Dans la constipe, il y avait en tout et pour tout une douzaine de ces villages, reliés par des sortes de routes de postes et un gouvernement qu'on aurait pu trouver anormalement vulgaire s'il s'était agi d'une colonie de clams. Ok. La constipe était divisée en sous, en liards et en écus. 28, d'accord. Le tout était régi par un maire élu dans un tourbillon d'urnes débordantes le jour de la fête de la graille. Pour l'aider dans son travail, il y avait un nombre conséquent de policiers qui passaient leur temps à estorquer des aveux, principalement d'écureuils. Mais au-delà de ces quelques symboles réglementaires, la constipe ne semblait pas posséder de gouvernement. Pour un gros bit, la plus grande partie de la journée était consacrée à la production de nourriture et à sa consommation, la distillation d'alcool, de patates et sa consommation pour la route. Ce qui restait de la journée lui servait à vomir partout. Comment fut trouvé l'anneau ? Comme il a déjà été raconté dans la préquelle de cette parodie, la vallée des trolls, Bidon Saké, s'est un jour embarqué dans une aventure avec une bande de nains, complètement ravagés, et un rose-croix discrédité nommé Grande Paf. Ensemble, ils devaient convaincre un dragon de se séparer de son portefeuille d'actions et d'obligations convertibles. Leur quête fut couronnée de succès, et le dragon, un basilic d'avant-guerre qui refoulait comme un vieux bus, fut pris par derrière alors qu'il faisait ses comptes. Or, et bien que nombre d'actions aussi inutiles qu'inintéressantes aient été accomplies, cette aventure ne nous intéresse que pour un détail, ou plutôt un petit larcin commis par Bidon, qui ne voulait pas perdre la main pendant le voyage. Leur compagnie fut victime d'une embuscade dans les monts Crémeux, par un escadron volant des stupes. En fonçant à la rescousse des nains assiégés, Bidon a, comme qui dirait, perdu son temps, son sens de l'orientation, et s'est retrouvé au fin fond d'une grande grotte à des lieues de là. En effet, alors qu'il se trouvait à l'entrée d'un tunnel qui menait vraisemblablement vers le bas, Bidon a souffert d'une résurgence temporaire d'un vieux problème d'oreille interne. Il pensait courir vers ses amis, mais en fait, il descendait le tunnel à vitesse grand V. Après avoir couru un certain temps, et comme le tunnel ne débouchait que sur du tunnel, il a commencé à se demander s'il ne s'était pas trompé de direction à un moment. Heureusement, le tunnel se termina en grotte. Quand les yeux de Bidon se furent habitués à la faible luminosité, il put voir qu'un lac assez large, en forme de rognon, occupait une grande partie de la salle. Assis sur un vieil hippocampe gonflable, se trouvait un clown, Craignos, qui pagayait bruyamment. Son nom était Golemon. Il se nourrissait exclusivement de poissons, sauf lorsqu'il voyageait dans le monde extérieur où, comme Bidon, il se faisait passer pour un voyageur perdu afin de se faire offrir à manger. Il accueillit donc l'arrivée inopinée de Bidon, comme s'il s'était agi... D'accord, donc ils ont raté la traduction. Comme s'il s'agissait d'un camion de KFC. Gigot, bonne lecture les gens. Bah, bonne soirée à toi Fourmi, merci d'être passé. De toute façon, tu verras la rediffusion sur la chaîne YouTube, là. Ça sera pour la semaine prochaine. Mais comme toute personne d'extraction grosse bite, Golemon préférait l'approche subtile à l'attaque frontale, surtout si la créature mesurait plus de 10 cm ou pesait plus de 5 kg. Il défia donc Bidon à un concours de devinettes, histoire de gagner du temps.
Bidon, victime d'une attaque d'amnésie soudaine et ne se souvenant plus que pendant ce temps les nains se faisaient réduire en bouillie, accepta. Ils se posèrent un nombre incalculable de devinettes, telles que qui a joué le rôle de Hudson Hawk ou que sont les midi-chlorianes Que sont les midi-chlorianes? Au bout du compte, ce fut Bidon qui l'emporta. Alors qu'il séchait pour trouver une nouvelle devinette, sa main tomba sur le canon de son 45 Magnum et il s'écria « Mais qu'est-ce que j'ai dans ma poche ?» Golemont ne trouva pas la réponse, et impatient, il pagaya avec ses mains jusqu'à Bidon, en geignant. « Fais-moi vite voir, fais-moi vite voir, fais-moi vite voir !» Bidon s'exécuta, en vidant le chargeur dans la direction de Golemont. À cause de l'obscurité, il manqua sa cible et ne réussit qu'à crever la monture gonflable. Donc il lui tirait dessus en fait. Golemont commença à couler. Comme il ne savait pas nager, il tendit les mains vers Bidon et le supplia de le tirer de là. Ce faisant, Bidon remarqua un anneau des plus intéressants au bout d'un des doigts de Golemont. Il le retira. Il aurait bien voulu en finir tout de suite avec Golemont, mais la justice retint son bras. C'est pas juste. J'ai plus de balles, pensa-t-il en remontant le tunnel, poursuivi par les cris rageurs de Golemont. Il est certes très étrange que Bidon n'ait jamais raconté cette histoire. Il a toujours prétendu qu'il avait trouvé l'anneau dans une machine à tirettes, mais il ne savait plus où. Grandpaf, qui était suspicieux de nature, réussit finalement à extirper la vérité aux grosses bites, grâce à l'une de ses fameuses potions, probablement du sodium pentotal. Il fut déçu que Bidon, pourtant un voleur invétéré, n'ait pas concocté un récit un peu plus grandiose. Cela se passait 50 ans avant notre histoire. Ce fut là que Grandpaf pressentit pour la première fois l'importance de l'anneau, et comme d'habitude, il avait tout faux. Fin du prologue. Fin du prologue. Putain, ça commence, bordel. De putain de bien. Ouais, on va faire le prologue et le chapitre 1, aujourd'hui. Alors, on va faire le prologue maintenant, chapitre 1. C'est ma dernière surprise partie. C'est le titre. Hein. Quand Monsieur Bidon Saquet de cul à sec. Oh putain, de cul à sec. Oh. Quand Monsieur Bidon Saquet de cul à sec du coup, annonça à contre-cœur qu'il avait l'intention de donner un buffet campagnard gratuit pour tous les grosses bites de cette partie de la constip, la réaction des habitants de Grosse Bite-Pour ne se fit pas attendre. Dans toute la mélasse qu'était la ville, on pouvait entendre de ci de là des « génial » ou encore des « ça le fait grave, y a pas quoi ». Victimes de leur propre excitation, beaucoup de ceux qui avaient reçu le parchemin d'invitation le dévorèrent par excès de gloutonnerie. Néanmoins, une fois l'hystérie passée, les grosses bites retournèrent à leurs occupations quotidiennes, à savoir aucune, et donc comme à terre de plus belle. Et pourtant, les rumeurs fusèrent d'un taudis à l'autre, que tout un convoi rempli à ras-bord de bœufs ébahis, de grands fûts de bière moussante, de feux d'artifice, de tonnes de patates et de gigantesques caisses de gencives de porc venaient d'arriver. Il y avait même des grands ballons de Ricard, un émétique remarquablement puissant et très populaire, qui avait été livré en ville par chariots entiers. L'annonce de la fiesta atteignit Baravin, et les résidents extérieurs de la constip se déversèrent dans la ville. Comme des sangsues péripapéticiennes, tous avaient l'intention de faire une orgie parasitaire, de quoi faire passer une lamproie pour un brochet. Et personne dans toute la constip n'avait de descente plus redoutable que ce vieux sénile dégoulinant de Blam Gabji. Blam Gabji. Blam Gabéji. Sam Gabji. Blam Gabji. Blam avait été un bedeau rigoureux toute sa vie. Il avait pris sa retraite depuis déjà fort longtemps, à cause de son commerce florissant de maître chanteur. Ce soir, le vieux Crouton, comme on l'appelait, pérorait au ruisseau de bière, un boui-boui qui avait été fermé plus d'une fois par le maire Jean Quiri, à cause du comportement douteux des plantureuses grosses beat girls, qui étaient capables de rouler un troll en moins de temps qu'il ne fallait pour dire. Supercalifragilistique. Mary Poppins. Le ramassis habituel des gros pochetrons était réuni, y compris le fils de vieux Crouton. Cam Gabéji.
qui célébrait sa remise de peine. Il avait été inculpé pour des actes contre nature avec un dragon femelle mineur du sexe opposé. À quoi ça ressemble cette merde? Des actes contre nature avec un dragon femelle mineur du sexe opposé. On continue, hein. Il est bien gai, ce monsieur Saké, déclara vieux Crouton, en inhalant la fumée âcre de sa pipe. Enfin, je veux dire, faut qu'il soit drôlement joyeux pour organiser une telle sauterie, alors que depuis des années, il n'a pas offert ne serait-ce qu'un rogaton de fromage à ses voisins. Les auditeurs acquiescèrent en silence, car c'était sans doute vrai. Avant sa mystérieuse disparition, Bidon faisait garder son taillé de cul à sec par une meute de servales. De mémoire, il n'avait jamais contribué à la friperie annuelle en faveur des banshees sans domicile fixe. Les BSDF de Grosse-Bitbourg. Et le fait qu'aucun autre habitant n'y ait jamais contribué n'excusait en rien Bidon pour sa célèbre radinerie. Il gardait tout par devers lui, n'entretenant que son neveu et ne dépensant son argent que dans des scrables cochons. Et son gars fripon, ajouta Ted Oreiller, les yeux bouffis aussi tarés qu'un pivert qu'il est. Ce qui fut confirmé, entre autres, par le vieux charnier de l'Ezo. De l'Ezou. Cool, de l'Ezou. Car qui n'avait pas aperçu au moins une fois le jeune fripon errer sans but le long des ruelles biscornues de Grosse-Bitbourg, des fleurs plein les mains. Il parlait sans cesse de beauté et de vérité, et laissait échapper des inepties du style cogito ergo Grosse-Bitum. Lui, c'est clair qu'il les arme, dit vieux Crouton, et ça m'étonnerait même pas qu'il dise vrai quand il dit qu'il aime bien les nains. Un silence pesant ponctua ses paroles. Cam était le plus gêné d'entre tous, car il n'avait jamais cru les accusations encore non prouvées selon lesquelles les sakés étaient des nains sachant lire. Comme Cam l'avait souligné, les véritables nains étaient plus petits et semblaient bien pires que les grosses bites. C'est pas mal gonflé de dire ça d'un type qui ne fait que prétendre être digne du nom de grosse bite, s'esclaffa vieux Crouton en remuant le bras droit. Ouais, ajouta Papa Bipède. Je veux bien être pendu si ce fripon n'est pas le fils illégitime d'un chat et d'un chien. Les fêtards se mirent à rire bruyamment. Ils se rappelaient la sœur de Bidon, la mère de Fripon, qui, pendant un moment d'égarement, avait cédé sa fleur à un individu issu du mauvais côté du bar à vin. Quelqu'un que l'on savait être un avorton, c'est-à-dire mi-grosse bite, mi-opossum. Oh putain, what? Le colibé fut repris par plusieurs convives, et il s'ensuivit une série de blagues épaisses. Pas pour un grosse bite, bien sûr, et de jeux de mots à l'intention des grosses bites. C'est pas tout, dit vieux Crouton. Bidon se comporte encore bizarrement, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui racontent qu'il a l'air de cacher quelque chose, intervint une voix dans l'ombre. C'était la voix d'un inconnu, un étranger que les grosses bites du ruisseau de bière avaient jusqu'ici négligé. Et c'était compréhensible. Sa cape noire était tout à fait ordinaire. Sa cotte de maille noire était banale, tout comme sa masse d'armes noire et sa dague noire. De plus, les feux rougeoyants qui brûlaient là où auraient dû se trouver ses yeux étaient parfaitement normaux. Ceux qui disent ça ont peut-être raison, approuva monsieur vieux Crouton, en lançant un clin d'œil à ses potes, annonçant ainsi une chute cinglante. Mais ils peuvent tout aussi bien se mettre le doigt dans l'œil. Une fois l'illégalité provoquée par cette répartie classique de gabégie calmée, on ne remarqua presque pas que l'étranger avait disparu, ne laissant qu'une curieuse odeur de ferme derrière lui. Ça va être une chouette fête, pourtant. Ça va être une chouette fête, pourtant, insista Cam. Tout le monde était d'accord avec ça, car rien ne plaisait plus aux grosses bites que de se goinfrer jusqu'à ce que l'intérieur se trouve à l'extérieur. Le début de l'automne était frais. Cela annonçait que les grosses bites allaient changer de dessert, non plus des melons d'eau, mais des citrouilles entières. Cela dit, les grosses bites, les plus jeunes qui n'étaient pas encore assez obèses pour ahaner leur énorme carcasse dans les rues de la ville, voyaient déjà le plaisir qui les attendait à l'occasion de la fête à venir, les feux d'artifice. Alors que le jour de la célébration se rapprochait, des chariots tirés par de robustes chèvres de trait déambulaient par les portes d'osier de Grosse-Bitbourg. Je commence à fatiguer. Tous chargés de boîtes et de caisses. Ils portaient chacun la rune en X du magicien Grande Paf, aux côtés d'un tas de noms de marques elfiques. L'on déchargea les caisses pour les ouvrir devant la porte de Bidon,
Et tels des félins domestiques, les grosses bites étonnées remuèrent ce qu'il leur restait de queue en découvrant le merveilleux contenu. Il y avait des grappes de tubes montées sur tripodes, destinées à tirer des cierges romains, plutôt hors de proportion, des fusées grassouillettes à ailerons pesant des tonnes, munies à leur proue de petits boutons bizarroïdes, un cylindre de tubes rotatifs doté d'une manivelle, et de grands pétards dont les enfants trouvaient qu'ils ressemblaient à de petits ananas verts au sommet desquels on aurait monté un anneau. Merci encore pour les bits, Chibre. Sur chaque caisse se trouvait une rune elfique de couleur kaki, indiquant que ces jouets avaient été fabriqués dans les ateliers elfes d'une fée dont le nom voulait dire à peu près « surplus de larpette ». Bidon contemplait le déchargement en souriant, largement. D'un violent coup d'orteil acéré, il congédia les jeunes qui gambadaient autour. « Allez, disparaissez, tirez-vous » hurla-t-il joyeusement, une fois qu'ils furent loin. Puis il rit et s'en retourna dans son trou de hobbit. De grosse bite. Il voulait parler à son hôte. Ça va être un feu d'artifice dont ils vont se rappeler, cacta le gros bite vieillissant à grande paf. Celui-ci tirait plutôt inconfortablement sur son cigare. Celui-ci tirait plutôt inconfortablement sur son cigare, assis sur une chaise de style post-elfe insipide. Sur le sol étaient disséminées des combinaisons de Scrabble à 5 lettres. J'ai bien peur qu'il ne vous faille modifier ce que vous aviez prévu pour eux, dit le magicien, tout en démêlant un nœud dans sa longue barbe grise sale. Barbe grise sale. Vous ne pouvez pas songer à l'extermination quand il s'agit de régler vos petites rancœurs avec les gens de la ville. Bidon lança à son vieil ami un regard approbateur, plein de malice. La robe du vieux magicien était usée jusqu'à la corde, et n'était plus à la mode depuis des lustres. Quelques paillettes subsistaient encore à ses ourlets dépenaillés. Sur son chef trônait un chapeau cabossé très rigolo, en forme de cône. Il était recouvert de signes cabalistiques fluorescents, de symboles chimiques et de graffitis nains à moitié effacés, le tout disposé dans le plus grand désordre. Il tenait entre ses mains noueuses aux ongles rongés un bout tordu de bois pourri argenté. Il lui servait à la fois de baguette magique et de gratte d'eau. Grande Paf usait à présent de sa seconde fonction, tout en observant le bout de ce qu'on appellerait aujourd'hui des baskets noires. Des baskets noires. Montantes, donc. T'as l'air un peu en vrac, Pafounet, gloussa Bidon. Le cours du magicien est en chute, hein? Grande Paf eut l'air peiné, qu'il l'appelle par son vieux surnom du lycée, mais il rajusta dignement ses robes. C'est pas ma faute si mes pouvoirs font marrer les béotiens, répondit-il. Mais mes dons n'ont pas fini de faire taire. Soudainement, il balaya l'air de son gratte d'eau, et la pièce fut plongée dans l'obscurité. Dans le noir, Bidon put voir que les robes de Grande Paf étaient devenues luminescentes. Des caractères étranges apparurent mystérieusement sur sa robe. Traduit de l'elfe, daignerais-tu m'embrasser à la faveur de la nuit, chérie? Putain. Wow, la lumière revient tout aussi soudainement dans le terrier, et l'inscription disparut du torse du conjurateur. Bidon leva les yeux au ciel en haussant les épaules. Non, sérieux, Pafounet, ce genre de truc est mort en même temps que les slips kangourous. C'est pas étonnant que t'en sois réduit à jouer au bonneto dans les fêtes foraines pour les ploucs. Les sarcasmes de son ami ne troublèrent pas Grande Paf. Ne te moque pas de pouvoir qui te dépasse, mon imprudent pied poilu, dit-il tout en faisant apparaître 5 as dans sa main. Contemple l'efficacité de mes enchantements. T'en peux plus des conneries. Mais j'en peux plus, c'est nawak. Je me retiens de rire. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu es enfin arrivé à maîtriser ce stupide truc avec la manche, s'esclaffa le gros bite en servant une chope de bière à son vieux compagnon. Alors pourquoi t'arrêtes pas avec tes tours là? Alors pourquoi t'arrêtes pas avec tes tours à la Garcimore que tu me dis pas si... Putain, j'arrive plus à lire. On se concentre. Alors pourquoi t'arrêtes pas avec tous tes tours à la Garcimore et que tu me dis pas ce qui me vaut l'honneur de ta présence, sans parler de ton appétit? Franchement, il y a des passages, j'en rigole. Ah mais c'est nawak. Le mage fit une brève pause avant de parler, afin de se concentrer sur ses yeux, qui avaient une récente tendance au strabisme. Il regarda Bidon d'un air grave.
Il est temps qu'on parle de l'anneau, dit-il. L'anneau. L'anneau. Quel anneau demanda Bidon. Tu ne connais que trop cet anneau. C'est celui qui se trouve dans ta poche, maître grosse bite, répondit Grande Paf. Ah, cet anneau-là, dit Bidon, toute innocence. Je croyais que tu parlais de celui qu'on avait commandé dans ce catalogue bizarre l'autre fois. L'heure n'est point au faribole, car le mal rôde dans le pays, et le danger est à nos frontières, objecta Grande Paf. Mais, commença Bidon, d'étranges choses s'agitent à l'est. Mais, la mort est en marche sur la grande route. Mais, il y a un renard dans le poulailler. Mais, une couille dans le potage. Bidon claqua frénétiquement la bouche en cru du magicien. Tu veux dire qu'il y a un balrog dans le pâté, murmura-t-il. Le flug, affirma le mal. Quoi le flug, affirma le mage bâillonné. Ah oui, le flug, affirma le mage bâillonné. Les pires craintes de Bidon étaient devenues réalité. Il se dit qu'il y aurait beaucoup de choses à régler après la fête. Bien que l'on n'ait envoyé que 200 invitations, Fripon Saquet n'était aucunement surpris de voir plusieurs fois ce nombre de personnes assis aux énormes tables disposées sous le grand pavillon des prés-saquets. Ses jeunes yeux s'écarquillaient à la vue des légions de trognes affamés qui dévoraient sans état d'âme rôtis et roast-beef. Peu de visages lui étaient familiers dans la foule, grognantes et éructantes alignées aux tables de gavage, mais tous ne portaient pas encore leur masque de sauce séchée. C'est alors seulement que le jeune Grosse-Bite réalisa la portée de l'adage préféré de Bidon. Il faut plus qu'un menu Big Mac pour calmer un Grosse-Bite. Je ne le fais pas dire. Tout en esquivant un jambon volant, il décida néanmoins que c'était une superbe fête. On avait creusé de grandes fosses, rien que pour y recueillir les monceaux de viande grillée que les invités précipitaient au fond de leur gorge musculeuse. Son oncle Bidon avait aussi conçu une astucieuse suite de conduits destinés à acheminer les centaines de litres de bière forte dans leurs panses insondables. Fripon observait ses congénères, d'un air morose, pendant qu'ils bourraient leurs jabots, et leurs multiples poches de patates et de viande graisseuse, pour la route. Parfois, un dîner, trop zélé, perdait connaissance. Cela amusait beaucoup ses camarades qui en profitaient pour le recouvrir de déchets. Enfin, des déchets qu'il ne gardait pas pour la route. Fripon était cerné par les bruits de mastication de dents Grosse-Bite, des halètements d'œsophage encombrés Grosse-Bite, et par les grognements palpitants des panses Grosse-Bite. Le vacarme masticatoire couvrait presque l'hymne national de la Constipe, que jouait plus ou moins un orchestre à gages. Nous les Grosse-Bites, on est poilus, on baffe, on n'en peut plus, on a nos amis, nos frères, sans les arroser de bière. Toujours la faim, toujours la soif, jusqu'à ce que le bide fasse splaf. Côtelettes de porc et de mouton, c'est idéal pour les gloutons. Alors, chant, bafre, 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 bafre. C'est long. Grosse-Bite tous à table, bouffez jusqu'au rable, goinfrerie de midi à minuit. N'oubliez pas les confiseries. À nous tous ceux qui s'ingèrent. Bavoir au cou, on se resserre. Éternel enfant, plein de gaieté, en riant, gerbons le déjeuner. Bafre, 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 bafre. Je me demande c'est quoi l'air du truc à la base. Fripon erra parmi les rangées de tables en espérant trouver la silhouette trapue et familière de Cam. Bafre, 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 se murmurait-il. Mais les paroles lui semblaient étranges. Pourquoi se sentait-il seul au milieu des fêtards? Pourquoi s'était-il toujours senti étranger dans son propre village? Fripon fixait les rangées de molaires au travail. Dans la chaleur de l'après-midi, des langues fourchues de 50 cm de long pendaient de bouches roses et humides. Du vacarme se fit alors entendre au bout de la table. En tant qu'invité d'honneur, c'était là où Fripon était censé se trouver. Oncle Bidon était debout sur son banc. Il faisait signe de se taire pour qu'il puisse prononcer son discours d'après-dîner. Une volée de huées s'ensuivit, précédant le heurt de tête entre elles. Quoi? Une volée de huées s'ensuivit, précédant le heurt de tête entre elles. D'accord. Enfin, toutes les oreilles pointues et velues, tous les yeux de verre se concentrèrent sur ce que Bidon avait à dire. « Chers compatriotes Saquet, dit-il, à mes chers touffes et branle-bouc, ch'touille et goulot, gouine, trou-grivois et mercier, merdier, corrigea un ivrogne en colère qui, fidèle à son nom de famille, avait inventé le papier toilette adhésif.
J'espère que vous avez tous assez mangé pour avoir les dents du fond qui baigne. Cette introduction rituelle fut saluée des habituels volets de paix et de roux. Les invités avaient apprécié le menu. Comme vous le savez, j'ai vécu à Grosse-Bitbourg presque toute ma vie. Je me suis fait une idée sur chacun d'entre vous. Et avant de vous laisser pour la dernière fois, je veux que vous sachiez ce que vous signifiez pour moi. La foule hurla son approbation. Elle estimait qu'il était temps pour Bidon de distribuer les présents que tout le monde attendait. Ce qui survint stupéfia même Fripon, à qui son oncle inspira alors une admiration consternée. Il avait baissé son froc. Putain. On ferait mieux de laisser les détails de l'émeute qui suivit à l'imagination des lecteurs, aussi imparfaite soit-elle. Cela dit, Fripon, dont le plan prévoyait qu'il déclenche les feux d'artifice, parvint à dévier la colère des citadins Grosse-Bite. Soudain, un rugissement assourdissant et une lueur aveuglante envahirent l'endroit. En mugissant d'effroi, les Grosse-Bites outrées se jetèrent à terre. Un tumulte cataclysmique tonnait et lançait des éclairs tout autour d'eux. Le bruit mourut dans le vent chaud. Les plus braves parmi la foule des lyncheurs relevèrent la tête en direction de la petite colline sur laquelle s'était tenue la table de Bidon. Vous avez dû voir leur tête, rit Bidon à l'attention de Grande Paf et de Fripon. En sécurité dans son trou, le vieux Grosse-Bite ne se tenait plus de jubilation. Ils couraient comme des lapins. Lapin ou Grosse-Bite, je t'avais dit de faire attention, dit Grande Paf. Tu aurais pu blesser quelqu'un grièvement. Mais non, répondit Bidon. Tous les éclats se sont dispersés ailleurs. En plus, c'était un bon moyen de les secouer avant de quitter ce bourg pour de bon. Bidon se leva et entreprit de vérifier une dernière fois ses bagages. Chacun d'entre eux était adressé à Fioncomble, œstrogène. Adressé à Fioncomble estrogène. Œstrogène. Fioncomble œstrogène. Donc ça serait Elrond de Foncombe. Fioncombe œstrogène. Putain. Ça commence à devenir chaud un peu partout. Et c'était une bonne ruse pour les faire s'enlever les doigts du derrière. Chaud un peu partout demanda Fripon. Oui, en vérité, répondit Grande Paf, le mal est en marche dans... Ah non, pas maintenant, interrompit impatiemment Bidon. Répète juste à Fripon ce que tu m'as raconté. Ce que veut dire ton oncle mal élevé, commença le magicien, c'est que les signes dont j'ai été le témoin sont de mauvais augure. Pour tout le monde, dans la constipe et ailleurs. Super nom. Ah bah oui, bah. Fioncomble œstrogène. Des signes, certes, et en vérité, répondit sombrement Grande Paf. Ces dernières années, j'ai pu contempler de bien étranges et terribles merveilles. Des champs de mycoses, d'orge et d'herbes de morbac. J'ai même vu des jardiniers rejeter leurs cœurs d'artichaut, vu la canicule de décembre et la lune devenir bleue. Les calendriers prévoient des mois de dimanche et le père Dodu a donné naissance à 2 courtiers en assurance. La terre s'ouvre et les entrailles des chèvres servent à faire des nœuds plats. La face du soleil se noircit et les cieux déversent des chips rassis. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire, haleta Fripon. Ça me dépasse, répondit Grande Paf, en haussant les épaules. Mais je pense que ça va se vendre. Et ce n'est pas tout. Mes espions m'ont rapporté de sombres rassemblements à l'est, dans les terres désolées du Mordom. Des hordes de porcs et de trolls se multiplient, et des spectres aux yeux rouges rôdent chaque jour le long de la frontière de la Constipe. La peur envahira bientôt nos terres sous l'impulsion du terrible Salcon. Père Dodu le Gaulois. Salcon s'écria Fripon. Mais il est mort. Ne crois pas tout ce que racontent les héros, dit gravement Grande Paf. On pensait que Salcon avait été définitivement détruit lors de la bataille de Tampongex, mais il semblerait qu'on ait pris nos désirs pour des réalités. En fait, lui et ses neuf Nazbrok se sont échappés astucieusement déguisés en danseurs acrobatiques gitans, fuyant par les marais de Golio. Ils ont poussé jusqu'à la périphérie du Mordom, où le prix des terrains a chuté, comme un faucon paraplégique. Depuis, c'est là qu'ils reconstituent leur force. Ce bubon du mal a enflé et atteindra bientôt la maturité, couvrant ainsi les pères du milieu de ses humeurs fétides. Si l'on veut survivre, il faut percer ce furoncle avant que Salcon ne commence à jouer à grosse bite vol. Mais comment y arriver demanda Fripon. Nous devons l'empêcher d'approcher la seule chose qui signifierait sa victoire, répondit Grande Paf. Nous devons le tenir éloigné du grand anneau. Et c'est quoi cet anneau demanda Fripon. Il cherchait un moyen de sortir du trou. Cesse donc de chercher un moyen de sortir d'ici, et je te le révélerai, annonça Grande Paf, réprimandant le Grosse-Bite apeuré. Il y a des éons, alors que les Grosses-Bites disputaient encore aux écureuils leurs noisettes,
les anneaux du pouvoir furent forgés dans les halles des elfes, selon une formule que seuls connaissent à présent les fabricants de pâtes dentifrice. Ces fabuleux anneaux prodiguaient à leurs porteurs des pouvoirs trop de la balle. En tout, il en existait 20. 6 pour la maîtrise des terres, 5 pour la domination des eaux, 3 pour le contrôle de l'air, et 2 pour combattre la mauvaise haleine. Avec ces anneaux, les peuples du passé, mortels et elfes, vivaient dans la paix et la magnificence. Mais ça n'en fait que 16, observe Fripon. À quoi servaient les 4 autres? On les a renvoyés à l'usine pour malfaçon, s'esclaffa Bidon. La pluie avait tendance à les court-circuiter et il grillait le doigt du porteur. Putain, encore merci Chibre pour les bits. Sauf le grand anneau, entonna Grande Paf. Le grand anneau est le maître de tous les autres. C'est par conséquent celui que cherche le plus Salcon. Ses pouvoirs et ses enchantements sont empreints de légende. Et l'on raconte que son porteur devient capable des plus hauts faits. Grâce à ses pouvoirs, il est dit que le porteur peut accomplir l'impossible, commander à toute créature, vaincre des armées invisibles, parler aux poissons et à la volaille, tordre l'acier de ses seules mains, franchir des parapets d'un seul bond, se faire des amis et influencer les gens, falsifier les tickets de parking et se faire élire reine de mai, conclut Bidon. Tout ce qu'il veut. Tout le monde convoite, donc, ce grand anneau, dit Fripon. Et il désire être maudit, s'écria Grande Paf, en agitant frénétiquement les mains. Car, aussi sûr que l'anneau donne ses pouvoirs, il devient le maître. Son porteur se met à changer lentement, et jamais en bien. Il devient méfiant et jaloux de ses pouvoirs. Son cœur se durcit. Il aime excessivement ses forces et développe des ulcères d'estomac. Il se ramollit, devient irascible, enclin à la névrite et des migraines lancinantes et des rhumes fréquents. Tout le monde finit par ne plus l'inviter à ses fêtes. Un bien horrible trésor, ce grand anneau, dit Fripon. Et un terrible fardeau pour... Pardon. Et un terrible fardeau pour celui qui le porte, dit Grande Paf. Car un malheureux doit l'emmener hors de portée de Salcon. C'est dangereux, la mort assurée. Quelqu'un doit emporter l'anneau aux fosses à Zazouz de Mordom, au maléfique nez du Courroucé Salcon. Et il faudra qu'il ait l'air si incapable d'accomplir cette tâche qu'on ne le découvre pas de sitôt. Fripon frémit. Il compatissait avec ce pauvre air. C'est pour cela que le porteur devrait être un crétin fini, s'exclama-t-il nerveusement. Grande Paf jeta un coup d'œil à Bidon, qui acquiesça et lança nonchalamment un petit objet brillant sur les genoux de Fripon. C'était un anneau. Félicitations, dit sombrement Bidon. Tu viens juste de gagner le lot de consolation. Fin du chapitre 1. Et du prologue, tout ça. Voilà. Et ben, ce sera tout pour ce soir. Hein, on fera la lecture du chapitre 2 et 3 la semaine prochaine. Voilà. Donc, YouTube, je vous invite à venir maintenant sur Twitch pour écouter le chapitre 2 et 3. Sinon, la semaine prochaine pour la rediffusion. Bisous.